Piscine. Elles font ça depuis toujours, depuis qu'elles sont en âge de quitter la maison sans bruit du moins, lâchées comme des sauvageonnes dans la garrigue. Personne n'a songé à les en empêcher parce que personne ne sait vraiment, à la nuit tombée. Dans le début de canicule propre à chaque été, Jo et Céline s'introduisent en douce dans les belles propriétés encore vides, pour profiter des piscines. Plus qu'une habitude, c'est devenu un rituel qui marque le début de la saison. Le Vaucluse est rempli de villas habitées, un mois par an, et toutes ont des piscines nettoyées et éclairées dès le mois de juin. Alors quand Jo a chopé 2 serviettes de plage et a tiré sa sœur du lit, elles n'ont pas eu besoin de se parler. Elles partagent la même piole depuis toujours, la maison étant trop petite pour qu'elles aient une chambre chacune. Même quand leurs différences sont devenues probantes, éclatantes d'évidence jusque dans les affiches épinglées au mur, elles ont dû s'adapter. Elles se déclarent leur amour à coups de claque, souvent. Et l'intimité est une notion qu'elles ont apprise à deux. Elles se glissent sans bruit sur le rebord de la fenêtre et plongent dans la nuit par le petit muret sur la gauche, galopant sans rire jusqu'à la sortie du lotissement. Elles exultent en gloussant une fois sur la route. Cet été-là sera différent des autres, elles le savent. Une menace dans l'air épais, déjà brûlant. Ça leur fout une boule au ventre, mais elles continuent encore, comme si de rien, comme si l'été allait tenir ses promesses. Sur le chemin des dames, elles cessent de rire et écoutent le craquement des herbes sèches sous leurs pieds. Pour la première baignade de l'été, elles ont choisi une villa qu'elles connaissent depuis longtemps, celle d'une actrice américaine un peu fanée, qui vient 2 fois par an se dorer la pilule avec un amant. La surveillance est moindre que dans les villas d'hommes politiques. Parfois, ça les amuse de resquiller la surveillance, jouer à chat avec les gardiens assoupis, aux grosses lunettes et talkie-walkie, se faire virer, insulter la terre entière et s'enfuir, à moitié à poil, et claquette à la main, courant sur les petits chemins, se raconter l'histoire après et rire de la tronche du bonhomme ébahi de trouver 2 gonzesses en plongée canard dans la piscine censée rester lisse et vide, jusqu'à l'arrivée des proprios. Elles ont quelques souvenirs marrants. Mais ce soir, elles n'ont pas envie de ça. Ce soir, elles fêtent l'arrivée de l'été et le début des emmerdes. Elles célèbrent la fin de quelque chose sans trop savoir le nommer. Pas la peine de se rajouter des frissons. En grimpant par-dessus le grillage, Jo s'écorche la hanche, se met à couiner en retombant de l'autre côté. Assise dans l'herbe et dans le noir, elle cherche à tâtons la déchirure sur son short. Céline est proche. Elle la devine au crissement des feuilles à son rire étouffé. « T'es conne ou quoi ? C'est pas drôle, je saigne. » Elles font taire le chant des grenouilles agglutinées dans les vasques de pierre. Jo se relève, oubliant les griffures de la ferraille et son short déchiré. Le terrain est large, 100 mètres à slalomer entre les petits chênes truffiers jusqu'à la belle bleue qui ne clapote pas. Elles avancent en terre inconnue, même si ça fait longtemps. Ça craque sous leurs pieds au début, et puis le moelleux des pelouses les prend par surprise. Ici, l'arrosage automatique rend l'herbe plus verte. Elles la sentent spongieuse sous leurs sandales, alors elles se déchaussent pour sentir le chemin, terre et herbe sous la plante de leurs pieds nus. Voilà, c'est dans les premières pages de l'été circulaire. J'avais prévu au départ de lire un passage de Dans le désordre, qui est le premier livre de Marion Brunet que j'ai lu et qui m'a laissé en larmes. Et puis j'ai plutôt choisi ce passage de l'été circulaire qui est comme un passage de témoin, puisque c'est le premier roman de Marion publié en littérature générale, en noir en l'occurrence, que c'est un portrait d'adolescente qui aurait pu paraître en jeunesse, mais que s'y déploie quelque chose qu'il n'y avait pas encore dans sa littérature jeunesse jusque-là, et je trouve qu'on va retrouver après, c'est-à-dire cette façon d'écrire des petits chapitres qui sont des sortes de capsules en soi, des capsules des scènes de vie, des moments de vie, et ça va être cette superposition de capsules parfois étanches les unes aux autres qui vont construire le récit. Comme si une vie était une accumulation de moments, sans solution de continuité entre elles. Ce que j'adore dans l'écriture de Marion, c'est aussi cette incroyable sensualité. L'herbe sèche, l'herbe spongieuse, les branches qui craquent, et tout le corps qui est convoqué, aussi bien la hanche, les pieds nus, la boule au ventre, etc. Une écriture incroyablement incarnée et charnelle, sensuelle, pour décrire quelque chose qu'on appelle la lutte des classes, en l'occurrence, qui va prendre la forme de
piscine vide et éclairée pour personne, alors que des gamines sont obligées de s'entasser à deux dans une chambre. Cette façon de s'entasser à deux dans une chambre, qui est à la fois la malédiction de leur milieu social, mais aussi une chance parce qu'elles y apprennent l'intimité à deux. Propos contradictoires, mais tellement justes, où on apprend ensemble à être seul chacun. Voilà. Il y a dans ce bref passage énormément de choses, à la fois politiques, mais une politique de l'intime, une politique du corps, une politique de l'écriture aussi, cette façon de marier des termes extrêmement précis et parfois presque précieux, et puis un langage trivial, de ne pas avoir peur d'un langage qui dérape, des moments marrants, on s'en fout, etc. Et puis à côté de ça, des tournures beaucoup plus classiques. Il y a tout Marion là-dedans. L'été circulaire est un roman éblouissant, moi, l'un des meilleurs que j'ai lu ces 5 dernières années. Il est écrasé de chaleur de bout en bout et j'avais envie de lire ça. Voilà. Il y a quelques jours, nous avions eu une discussion téléphonique avec Vincent Villeminot et nous discutions de la colère et des moyens de l'exprimer. Quand je parle de colère, je parle de ce sentiment que moi j'éprouve actuellement, d'injustice, oui, vraiment d'injustice par rapport à... Je suis enseignante, je suis autrice et le monde de la culture, le monde de l'éducation sont actuellement brutalisés, méprisés, malmenés. Et je m'interrogeais sur comment exprimer cette colère, comment la partager. Et je trouve dans le texte de Vincent Villeminot, Nous sommes l'étincelle, que je vais vous lire, je vais vous en lire un extrait. Je trouve une forme de réponse à cette colère, à ce dialogue que nous avions eu. Et donc je vais vous lire cet extrait. Dans les jours qui suivent la manifestation, ils sont des milliers sur la route. La plupart sont partis le soir même ou le lendemain après une nuit à discuter, à chanter, à se tenir chaud, se tenir droit et se donner du cœur. Ils ont lancé un dernier appel à leur famille et à ceux qu'ils aiment. Arrachement, adieu, au revoir, à l'espoir. Puis ils ont jeté leur téléphone lien, leur téléphone garrot, leur téléphone menottes dans les poubelles au passage et ils sont partis comme on s'en va, en vacances, en camping. À vélo, à pied, en troupe joyeuse. Dans des voitures, des camions, sur les plateformes arrière des camionnettes pick-up, comme pour une migration ou un exode, par bande, par groupe, par affinité, sous un soleil généreux ou sous les averses fumantes. Ils vont, cherchent un endroit délaissé, ils mettent en commun leurs thunes, achètent un bout de champ et de forêt, un hectare agricole. Ça ne vaut rien la terre, là où personne ne veut vivre. Ils commencent à dépierrer, défricher, débroussailler, à construire des abris, des villages. Ils se cachent sous des arbres comme sous des ombrelles. Ils assemblent quelques planches, puis scies, clouent, perchent des cabanes. Ils apprennent qu'il faut une source, une prairie, du bois, que leurs déchets, leurs excréments sont un problème à résoudre, qu'il vaut mieux redescendre sur le sol pour cela. Ce n'est pas romantique comme une révolution, c'est la terre. Alors, le retour à la terre, l'utopie, William Thoreau, revenir dans la forêt, se ressourcer. Vincent explore cette piste, en montre les impasses, mais il me semble que actuellement, ce rêve de forêt, ce rêve d'ailleurs, ça peut être justement la concrétisation de ce monde de demain dont on nous parle tant et dont pourtant on constate qu'il n'est que monde d'hier, d'avant-hier. Nous reculons.
alors que l'idéal serait d'avancer. La question, c'est comment la littérature peut nous aider à avancer et comment nous, auteurs, autrices, jeunesse, pouvons accompagner, nourrir et motiver les flammes naissantes, et, et puis ne pas brûler avec, si possible. Au revoir. Bonjour Vincent, bonjour Marion, vous m'entendez? Ah, J'ai pas de son. ah, On t'entend parfaitement. Ouais, moi aussi je t'entends très très bien. Je vous entends, mais de loin, si on peut augmenter. Ah, c'est bon, parfait. C'est bon? Ok. Super. Merci d'être avec nous pour continuer ce festival. Donc aujourd'hui, on va parler politique et engagement ensemble, puisqu'il est 14h et qu'il y a des gens qui manifestent actuellement en France. Et on va parler donc de ce militantisme et de la résonance de vos romans avec l'actualité. Je pense qu'on vous dit souvent ça et ça ne cesse d'être le cas. Pour vous présenter brièvement, on va parler plus spécifiquement de ton livre Marion dans le désordre, qui a été publié en 2016 et qui commence sur une manifestation justement où des jeunes vont se rencontrer, 7 jeunes qui se rencontrent et qui vont décider de s'installer ensemble dans un squat et de vivre en fait selon leurs idéaux et leurs valeurs. Donc forcément, les idéaux vont être mis à rude épreuve, mais voilà, c'est une question de choix et aussi d'évolution à la fois intime et politique. Dans ton livre, Vincent, Nous sommes l'étincelle, qui a été publié en 2019, c'est une autre temporalité puisqu'on ne va pas suivre cette jeunesse qui est dans le moment présent et qui décide de se révolter, mais on va croiser plusieurs temps et plusieurs récits qui vont se couper, se répondre. Donc on commence dans les années 2020-22 avec cette jeunesse qui veut se désolidariser de la société qu'elle considère une société qui les a déçus, pardon. Et ensuite, on va les retrouver, ces personnes qui se sont désolidarisées dans des communautés. Ils ont décidé de retourner à la nature, de vivre sans leader, sans argent. Et on va avoir les idéaux qui datent des années 2020, où ils en sont en fait en 2060, en suivant l'histoire de notamment 3 jeunes. Donc, une des questions qui agite vos romans, c'est faut-il se tenir à l'écart d'une société qui nous déplaît ou alors prendre les armes, agir et marcher. Et pourtant, aujourd'hui, on dit souvent que les jeunes, je suis assez bien placée, je pense, pour le dire, sont pas assez engagés, ils s'en fichent un peu de ce qui se passe dans le monde. Et vous montrez le contraire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? Tu commences ? Vas-y. Non, vas-y. Non, je ne sais pas si on montre le contraire. Je pense qu'un roman, c'est toujours une hypothèse. C'est toujours une tentative. Dans le roman de Marion, dans le désordre, il y a des jeunes gens qui font la tentative du fait de vivre ensemble et de ce que ça peut donner, ce vers quoi ça va déboucher. Je fais la même tentative dans Nous sommes l'étincelle, c'est-à-dire un engagement, là cette fois carrément en dehors des villes, dans la forêt. Mais il me semble que quand on écrit un roman, l'un des intérêts de la littérature quand elle est politique, c'est de tester des hypothèses. Et là, juste le boulot du romancier, ça va être au plus près du réel possible pour que ces hypothèses qu'on essaye dans les romans soient après éventuellement traductibles dans le réel. Mais on est à chaque fois dans un pari.
mettons des personnages à tel endroit et voyons comment ils vivent. C'est presque une expérience. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Vincent. Et par rapport à cette question de est-ce qu'il vaut mieux s'extraire ou est-ce qu'il vaut mieux se battre, je pense que personnellement, j'ai toujours pas répondu à la question. Et que, en effet, utiliser des personnages pour faire des sortes de paris, c'est aussi une façon d'expérimenter des choses différentes. Voilà, à toi. Non, moi, ce que je trouve assez marrant en fait avec ces deux romans et comment ils peuvent se répondre, c'est que j'ai envie de dire que les jeunes gens qui sont dans la première ou dans la dernière manif avec Jeanne et Basile, bah, c'est peut-être certains d'entre eux, 2 ou 3 ans plus tard, vont se retrouver dans le mouvement qui part dans les forêts. Complètement. Il y a un lien entre eux qui est pas seulement le lien des fumigènes et des lacrymos, c'est une volonté de changement de la société qui, à un moment, se heurte à des impossibilités de changement, qui exaspèrent la colère d'un côté et qui, de l'autre côté, va susciter l'envie de tenter autre chose, une sécession. Mais je pense que nos jeunes gens fonctionnent un peu au même carburant. Ouais. Et par rapport à la jeunesse qui serait dépolitisée ou désengagée, moi j'aimerais quand même dire que je suis pas certaine de ça. Je crois qu'il y a dans toutes les générations, il y a eu des jeunes qui s'investissaient, qui se questionnaient, qui se battaient, d'autres pour tout un tas de raisons qui étaient qui arrivaient moins à le faire. Mais j'ai pas l'impression qu'on soit particulièrement dans une génération où les jeunes se battent pas. Au contraire, là, moi, je vois quand même dans l'actualité énormément de jeunes en manif, que ce soit autour du climat, autour des lois sécuritaires, enfin, et qui sont dans les manifs et qui se bougent et qui sont très très concernés par ce qui se passe en ce moment. Et je crois que c'est largement un discours d'une génération qui est au pouvoir depuis 40 ans, on va dire, qui est la génération post-68, qui décrit tout engagement qui ne ressemblerait pas strictement à ceux qu'ils ont choisis et qu'ils ont trahis, qui consiste à dévaloriser toute autre forme d'engagement, toute autre forme d'action politique. Voilà, il y a aujourd'hui une réalité d'engagement politique qui échappe largement à des modèles préexistants, et on sent bien que tout engagement qui échappe aux modèles préexistants agace. Et d'évaluer d'entrée, invalider d'entrée, alors que les modèles préexistants ont montré leur échec. Et je voulais aussi rebondir sur le fait que vous parliez de cette vie en communauté que vous écrivez, justement. Alors, pourquoi parler de cette vie un peu à la marge, en communauté, qui fait repenser nos manières de fonctionner et nos manières de vivre en collectif? Moi, je pense que c'est au plus... On resserre, que ce soit dans le roman de Vincent ou dans le mien, il y a l'idée du collectif rapproché, qui est d'un collectif en direct, peut-être plus en prise avec l'autre, plus humain, qui est une réflexion comme sur une micro-société, en fait. D'une certaine façon, on va avec 7 personnages ou un peu plus réfléchir à comment, en fait, finalement, une société se pense et se réfléchit, mais avec des individus. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, moi je suis d'accord avec ça, et je pense que si on resserre, c'est parce que je pense que s'il y a un sentiment d'impuissance politique aujourd'hui, c'est parce que les échelles sont tellement vastes qu'elles nous donnent un sentiment d'impuissance. Si on resserre l'échelle, si on en revient à des communautés
qui peuvent se gérer, qui peuvent se dialoguer, où celui qui décide et celui qui subit la décision ont une chance de se croiser tous les jours, il y a la possibilité de réintroduire du politique à ce moment-là. Et je pense que c'est du politique très incarné, ras du terrain, dont on voit l'impact. Par exemple, dans le roman de Marion, on voit comment le politique transforme y compris les relations amoureuses, y compris les relations familiales, quand Jeanne retrouve son père dans les dernières pages du roman, sans spoiler, hein, t'as vu, faut pas spoiler. Bien joué. Voilà, on se rend compte que moi j'avais été très frappé par un texte de Badiou qui disait: pour être révolutionnaire aujourd'hui, il faut être amoureux. Je suis pas d'accord, loin de là, avec tout ce que dit Badiou, mais je trouve que c'est une proposition intéressante, parce que pour être amoureux, il faut croire à l'avenir et il faut croire à autre chose qu'une relation purement contractuelle ou d'intérêt mutuel. Et là, il y a là quelque chose d'infiniment subversif. Et nous, comme romanciers, on n'est pas des théoriciens politiques. En revanche, on peut raconter cette dimension extrêmement au ras du terrain de la politique et de la façon dont ça transforme les relations entre les gens. Merci. Donc on peut peut-être dire aussi que ces livres et ces vies notamment que vous narrez dans des petites communautés, c'est une sorte de petit laboratoire un peu politique, et ça permet aussi de mieux comprendre les rapports humains. Et sur ce côté laboratoire politique, c'est assez marrant, si j'ose dire, puisque finalement, alors certes, il y a toute cette réflexion sur donc, la vie en collectif, l'individu, quelle place il peut avoir, quel impact aussi il peut y avoir sur les uns sur les autres. Et vous partez d'un peu, on va dire, un vieil outil de la politique, qui est de la manifestation. Et notamment dans ton livre, Marion, elle est à la fois là au début et à la fin. Et puis, c'est aussi un élément déclencheur dans ton livre, Vincent. Pourquoi mettre une place si grande aux manifestations, alors qu'on peut aussi dire qu'aujourd'hui, elles ont perdu de leur effet ? Peut-être justement, c'est une façon de passer de ce grand collectif à, dans ce grand collectif, la parole n'est peut-être pas entendue, n'est pas entendue, la colère se heurte à une telle violence que on va recréer du collectif peut-être plus petit. Mais ça reste, pour moi, la manifestation, ça reste quand même la première solution pour, dans le réel, hein, pour dire que quelque chose ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a comme meilleur moyen que des gens qui ne se connaissent pas, qui partagent une idée, descendent dans la rue et le disent tous ensemble. Ça reste la base. Après, le fait de ne pas être entendu va peut-être déboucher sur une plus petite collectivité qui va être une collectivité d'affinité, on va dire, et la création d'autres choses. Mais l'une va avec l'autre, c'est pas forcément pour moi deux choses antinomiques. Ouais, puis je pense qu'il y a une dimension dans la manifestation qui est intéressante, c'est une façon de se réemparer de l'espace public. C'est-à-dire, aujourd'hui, tel jour, telle heure, cette rue-là, qui appartient à tous, elle est à nous. Il y a une façon de se réemparer de l'espace public et d'en refaire un espace public. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit dans le désordre ou que ce soit dans Nous sommes l'étincelle, ça va pousser ensuite les jeunes gens à se trouver des espaces communs. Il y a des scènes très importantes dans le désordre où cette bande des sept rentre dans la maison, l'aménage, en fait un lieu qui soit le lieu de tous. De la même façon, dans Nous sommes l'étincelle, ils vont faire la même chose là dans des forêts, etc., pour en faire des lieux communs. Mais le premier pas de ça, c'est de dire à un moment, cette rue qui est devenue un espace où des cellules individuelles se croisent, et ça a été extrêmement exacerbé par le téléphone portable qui fait que chacun promène son espace privé partout dans une sorte de bulle. Là, on retrouve un espace public qui est un espace de discussion commun, de possibilités d'altercation, de possibilités aussi de s'appréhender les uns les autres.
et en définitive, c'est le déclencheur de quelque chose, parce que c'est un des lieux où on a aujourd'hui une chance de rencontrer quelqu'un, de parler avec lui directement alors qu'on ne le connaît pas, et il n'y a plus tant de lieux comme ça. Et puis c'est le lieu de la colère, moi je trouve aussi, ou de la colère collective, où on a cet espace de. Moi je trouve ça très logique, par exemple, qu'il y ait des violences dans les manifestations. C'est pas, on parle tout le temps de débordement ou de casseurs, et c'est quelque chose qui m'agace profondément, parce que je pense que la manifestation, elle génère aussi cette envie d'en découdre, et c'est normal. Et il y a des scènes incroyables d'ailleurs dans l'Étincelle autour de cette qui au départ part des jeunes hooligans après un match de foot, et où justement comment utiliser cette colère-là et cette violence-là autrement, et de la porter ailleurs. Mais ça me paraît très logique, voilà, cette colère qu'on peut retrouver en manifestation et qui génère de la violence. Ouais, moi je sais que les deux premiers lieux où j'ai vu de la violence, où j'en ai pas eu une vision livresque ou cinématographique, mais où j'en ai vu, c'est dans un stade et en manif, où tout d'un coup on se rend compte de corps qui se heurtent, de gaz, de fumée, de peur, de mouvements de foule, etc. Et je pense que c'est un apprentissage de la réalité qui est intéressant, y compris dans son côté parfois très prosaïque et déromantisant. C'est-à-dire la violence, c'est pas forcément beau, c'est pas forcément agréable à voir, ça peut être effrayant. On peut aussi ne pas avoir les courages qu'on s'imaginait dans ces moments-là. Mais c'est une expérience du réel, et la manif, en ce sens, l'espace public joue encore ce rôle de confrontation de grandes illusions et d'impuissance réelle, ouais. Et vous n'avez pas pensé en écrivant vos ouvrages qu'un espace où on peut aussi exprimer sa colère, se rencontrer, etc., ça pouvait être les réseaux sociaux, puisqu'il se passe beaucoup de choses actuellement, notamment pour les plus jeunes sur les réseaux. Alors c'est pas la même rencontre, etc., je suis bien d'accord, mais ça vous a pas traversé l'esprit? Alors, je vais répondre là-dessus. Moi, non, parce que c'est quelque chose, pour le coup, que je maîtrise absolument pas, mais tellement pas que j'aurais eu l'impression de pas être juste dans ce que j'aurais écrit. Donc, j'avoue que là, je suis partie aussi de ce que je pouvais connaître, et puis aussi parce que ça m'intéresse moins, je crois que j'avais envie de parler de relations réelles, concrètes, humaines, et que toute la partie réseaux sociaux, je maîtrise pas du tout, et ça m'intéresse moins, parce que peut-être je suis un peu vieille. Moi, je suis encore plus vieux. Il se trouve que j'ai écrit une série en 2 tomes qui s'appelle Réseau, et qui raconte la façon dont une colère ou une subversion peut circuler entre les réseaux et la rue, qui est une série qui commence exclusivement sur les écrans et qui se termine dans les rues et par la prise de possession du palais de justice de Paris, donc avec un impact entre les deux. J'ai envie de dire, donc c'est une question qui m'intéresse. Je constate comme romancier que plus les réseaux sociaux prennent de l'importance dans nos vies, moins ils sont présents dans mes romans, et que plus ça va, plus mes personnages se retrouvent dans un monde très déconnecté et au cœur des forêts. Peut-être que ça correspond à une aspiration personnelle, peut-être que ça correspond aussi un peu à une désillusion sur la façon dont ces réseaux permettraient des organisations collectives différentes. Et justement, là, tu parles de désillusion, et ouais. Dans vos 2 romans, les personnages sont confrontés à de nombreuses, certaines grosses désillusions.
Pour vous, écrire des personnages engagés, c'est les confronter à la désillusion et à la réalité, enfin, confronter leurs idéaux face à la réalité. C'est ça l'engagement du personnage, ou ça peut se définir aussi autrement? Alors, je démarre ? Vas-y. Ouais. Pour moi, ça, c'était très, très important, puisque quand j'ai commencé dans le désordre, je voulais parler de deuil. J'avais vraiment envie de parler du deuil et de différents niveaux de deuil, et entre autres celui du deuil des illusions. Mais ce qui, en soi, ne signifie pas arrêter de se battre, mais c'est juste être justement plus dans le réel et rompre avec un certain nombre d'illusions. Justement, ce qu'on disait tout à l'heure, de se retrouver en prise avec la vraie violence et ce qu'elle déclenche, qui n'est pas forcément romantique. Et donc, il y a un certain nombre de désillusions, mais qui vont façonner la façon de se battre, qui ne vont pas se dire on arrête de se battre, mais qui vont dire voilà, avec cette donnée-là, on va se battre autrement. Et puis parce que ça fait grandir. Enfin, je veux dire, c'est une façon aussi d'avancer, d'entrer en maturité. Et pour moi, la perte de certaines illusions ne signifie pas l'abandon de tout espoir. Loin de là. Voilà. Ouais, je suis complètement en phase avec ça. C'est rigolo parce qu'en français, le mot désillusion a pris une connotation négative. Alors qu'en fait, c'est extrêmement positif. Perdre ses illusions, c'est rentrer dans une meilleure compréhension du monde. C'est-à-dire cesser de croire à des chimères et regarder le réel, y compris dans les possibilités qu'on a de le transformer. Donc, en ce sens, je pense que tout apprentissage politique est un phénomène de désillusion. Tout moment où on grandit, où on vieillit, est un phénomène de désillusion, et pas seulement à l'adolescence. Mais également, moi, je tiens l'idée que tout roman devrait être une désillusion. C'est-à-dire un moment où on met à l'épreuve des idées, des idéaux, et où ils se nuancent, ils se patinent, ils s'endurcissent aussi au contact du réel, et que c'est notre fonction de romancier. On n'est pas des dramaturges, on n'écrit pas des pièces de théâtre où les grands idéaux peuvent avoir leur place. On confronte des idées, des réalités, des situations avec un réel, certes de fiction, mais un réel le plus proche possible de la fiction. Là, moi, je me référerais bien à un autre bouquin de Marion, hein, L'été circulaire, qui a une vraie dimension de tragédie méditerranéenne, d'ailleurs qui est vachement bien restituée dès la couverture, qui pose la question, y compris de la représentation théâtrale, puisque Jo, l'un des personnages, est fasciné par le roman et confronté au Festival d'Avignon. Mais dans un roman, cette dimension de tragédie, elle va être nuancée, y compris, on n'est pas dans la noirceur absolue que la même situation aurait au théâtre ou au cinéma, parce qu'on est dans le roman et que, y compris dans la noirceur absolue de certaines situations, on va trouver des choses belles, des choses lumineuses, des choses ensoleillées. Voilà, je pense que le boulot de romancier, c'est de se désillusionner soi-même pour essayer de désillusionner des lecteurs et des lectrices, mais perdre ses illusions, c'est très joyeux, quoi. Enfin, ça peut être âpre, mais c'est l'occasion d'une meilleure appréhension du réel. Et j'ai vachement parlé, là, c'est à toi, Marion. Non, mais je trouve que là, tu as plutôt complété très bien ce sur quoi j'avais démarré, et je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est un peu chiant, on est d'accord là. Alors, un point de différence, on va dire. Pourquoi le choix, dans l'un, on va avoir un récit qui est temporellement très différent, puisque Vincent est sur 40 ans, sur un jeu de chassé-croisé de récits, alors que Marion, on suit les personnes sur quelques jours, quelques minutes parfois, et quelques semaines. Pourquoi ce choix-là? Dans les deux cas, on les confronte à la désillusion, mais pourquoi ce choix-là? Et aussi le choix de la nature.
qui est quand même prédominant chez toi, Vincent, et d'un autre côté, dans un environnement beaucoup plus urbain, chez toi, Marion. Parce que moi, je pense que je suis beaucoup trop feignasse pour avoir un projet aussi ambitieux que Vincent sur 40 ans. C'est trop. Je peux émettre une hypothèse qui serait que je pense que Vincent s'intéresse justement à quelque chose de l'ordre de l'histoire et de l'historicité sur du long terme. C'est quelque chose qui, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui t'intéresse beaucoup. Je pense entre autres à ton prochain projet, dont on ne dira rien, mais on va faire juste un petit... voilà. Alors que moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, je crois que c'est les toutes petites choses humaines et du coup de suivre un personnage sur un temps finalement court, mais de suivre chaque petite modification de ses émotions au jour le jour par rapport à voilà le fait de tomber amoureux, le fait de qu'est-ce qui se passe quand on rentre chez soi un week-end à 19 ans et qu'on n'est pas rentré voir ses parents depuis longtemps, des choses comme ça, ça va finalement plus m'intéresser. Et donc, je pense que c'est pas exactement les mêmes dynamiques narratives. Même, voilà. Je te laisse prendre la suite. Ouais. Et puis, je pense que la question est pas tout à fait la même. Je pense que la question dans le désordre, c'est comment le politique nous transforme. Et y compris, est-ce qu'on a raison d'y entrer en dépit des risques? La question de nous sommes l'étincelle, c'est est-ce qu'on s'est trompé en essayant? Ce qui est pas tout à fait la même question. Moi, j'avais besoin quelque part, parce que la question était est-ce qu'on s'est trompé en essayant, que quasiment tous mes personnages qui étaient au début pour essayer soient au bout du chemin. Donc j'avais besoin de 40 ans. Quand Marion avait besoin, dans son histoire, des quelques mois entre le moment où on décide d'essayer et le moment où ce collectif-là va affronter sa première épreuve. C'est pas tout à fait la même question. Après, moi j'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques. Marion, je pense, a un passé d'éducateur qui joue beaucoup dans son écriture. Ce qu'on a été à un moment et notre façon de regarder le monde et de l'endroit dont on a commencé à regarder le monde, ça influe forcément sur la façon dont on appréhende l'histoire. Mais moi, c'est vrai que quand je vois une histoire, les histoires de super-héros à la con, moderne, ou les histoires type Hunger Games, etc., quand je vois des jeunes gens fomenter une révolte et renverser le pouvoir, la question qui me vient immédiatement, c'est ouais, et qu'est-ce que ce sera dans 30 ans? Est-ce que ce sera eux, les despotes similaires à ceux qu'ils ont renversés? Ça, c'est ma question essentielle. C'est à quoi bon renverser le pouvoir pour reproduire le même? Je voulais aussi, là vous parlez donc du fait que vous écrivez forcément différemment puisque vous avez un passif qui est différent. Et, un passé, pas un passif. Un passé, pardon. Et aussi la question à laquelle je voulais que vous répondiez, c'était comment vous arrivez à différencier l'écriture qui est à destination, donc là c'est pour les adolescents, les young adultes comme on dit, à quel point ça peut impacter aussi votre écriture en sachant le public envers lequel le livre est destiné, notamment pour écrire la politique, puisque un adolescent n'aura pas forcément les mêmes codes, la même construction des idéaux, etc., qu'un adulte. Je peux compléter la question? On en parlait avec Marion, et moi j'aimerais bien savoir, parce que j'avais le sentiment qu'en fait, quand elle écrit un roman comme Vanda ou un roman comme L'été circulaire, elle sait qu'elle va être lue par des gens
qui d'une façon ou d'une autre partage sa colère. Tandis que quand elle écrit dans le désordre, elle s'adresse à des jeunes gens qui ne la partagent pas forcément encore, et donc elle se situe pas tout à fait au même endroit. Et d'ailleurs, de façon intéressante, quand elle écrit pour les ados, elle parle de jeunes gens en colère, tandis que en colère collective et politique, tandis que dans l'été circulaire ou dans Vanda, s'il y a des colères, elles sont à la marge. Il y a une scène de manif dans Vanda, mais Vanda, tout en s'y rendant, n'en est pas une actrice et une protagoniste principale, et c'est pas le centre du récit. Ouais, donc là, c'est à moi de répondre, hein, on est d'accord. En plus, c'est une question compliquée parce que j'y ai toujours pas répondu. Enfin, j'ai des pistes évidemment, mais j'ai pas une espèce de réponse totale et figée parce que c'est tout le temps en travail et que ça continue d'être des questions que je me pose quand je commence un projet. Et en même temps, il y a un vrai lien entre mes bouquins jeunesse et mes bouquins adultes, puisqu'il y a des ados qui vont lire mes bouquins adultes, et je pense de plus en plus d'adultes qui aiment mon travail vont se tourner vers ce que j'écris en ado, enfin en young adulte. Moi, il me semble que ce que j'ai réussi à détacher de cette question-là, c'est c'est une forme de désespérance que je vais m'autoriser en adulte et que je ne vais pas m'autoriser en jeunesse. C'est-à-dire que j'ai des personnages beaucoup plus actifs en jeunesse, qui se battent, qui lâchent rien, alors que mes personnages en adulte sont souvent trop broyés pour pouvoir avoir une véritable action sur le monde. Ils vont pouvoir avoir à minima une action sur leur propre vie, et encore pas tous, parce que certains sont trop abîmés ou trop humiliés pour y arriver. Mais voilà, ils sont quand même, ils sont encore dans cette capacité à la colère. Alors que mes personnages plus jeunes ont encore de vraies forces en eux et encore une possibilité d'avoir une action sur le monde et de se battre réellement. Je me suis rendu compte que mes personnes, mais ça je le sais pas forcément avant, c'est plus un constat que je fais à partir des bouquins là que j'ai écrits jusqu'à aujourd'hui, et je vois bien que un personnage comme Abigail Stenson ou Gareth dans Sans foi ni loi, ou ma bande de jeunes dans le désordre sont 10 fois plus combatifs que Vanda ou Jo, même elles qui sont mes deux personnages qui sont en colère et qui se battent dans mes romans adultes. Et donc voilà, je pense que c'est peut-être une forme de noirceur ou ouais, quelque chose d'un peu désespéré et qui va plus y avoir en adulte, que je vais plus m'autoriser, alors qu'en jeunesse, moins. Mais c'est pas une volonté pédagogique, c'est plus une impossibilité de dire non, on peut pas. Enfin voilà, c'est des personnages jeunes qui peuvent pas lâcher maintenant, quoi. Ils peuvent pas être. Tu dis pas à un môme de 15 ans, quand bien même toi tu le penserais, tu dis pas à un môme de 15 ans, c'est foutu, laisse tomber, quoi. Mais parce qu'en plus, je suis pas persuadée que ce soit foutu. Ouais. Il y a quelque chose de... à 15 ans, justement, il y a des choses tout est encore possible, quoi. Enfin, tout, non, mais voilà, je pense que l'avenir est quand même moins bouché. Enfin, il y a quelque chose d'un tas de possibles qui reste ouvert, et voilà. Ouais. Moi, pour répondre à ta question, Eva, j'écris essentiellement en ado, très peu en adulte. Il se trouve que Marion lit certains de mes projets avant que je les propose à des éditeurs, et que les 2 dernières fois qu'elle a lu des bouts de texte en adulte, elle m'a dit: chaque fois que tu écris en adulte, tu deviens péremptoire et bavard, et tu dis les choses au lieu de les montrer. Ce qui était assez juste. Je lui en veux terriblement, mais bon, c'est et du coup, peut-être que simplement le fait d'écrire en ado me rend un peu moins discoureur et un peu plus romancier. Voilà. Donc je continue d'écrire en ado, en sachant parfaitement qu'il y a plein d'adultes qui viennent lire mes romans. Il y a à la fois des études qui montrent que 30% de nos lecteurs ont entre 25 et 34 ans, ce qui
fait quand même des grands ados là. Et par ailleurs, moi j'ai énormément de retours d'adultes, mais ça me va parce que le fait de m'adresser aux ados, j'ai pas envie de passer pour le vieil oncle discoureur, donc je raconte une histoire et je fais pas un essai politique. Et aussi parce que le fait de m'adresser d'abord aux ados m'oblige, et en cela je suis complètement en Marion, même si le livre est très sombre, à chercher où est-ce qu'il reste de la lumière et à pas me complaire dans une obscurité totale. Et par ailleurs, moi je trouve quand même que Nous sommes l'étincelle est un roman, quand je parlais d'ambition tout à l'heure, je pense que c'est un roman qui est extrêmement ambitieux et réussi dans cette ambition, pas seulement sur le déroulé de ces 40 années, mais aussi sur la complexité narrative et sur quelque chose qui... Enfin, moi je trouve que Nous sommes l'étincelle, c'est un roman qui n'a pas d'âge, enfin, il se trouve qu'il est sorti en jeunesse et je trouve ça génial que des jeunes y aient accès. Mais c'est un roman qui est parfaitement lisible et appréciable par des adultes et pas que jusqu'à 34 ans, enfin bien au-delà. Oui, bien sûr. Preuve en est d'ailleurs le prix qu'il a reçu, qui est le prix de l'écologie, qui est un prix complètement adressé aux adultes, ouais. Aux adultes. Et il y a vraiment un lien qui peut se faire là au niveau des âges. Ouais, non, mais là-dessus, je pense qu'on a quand même la chance aujourd'hui d'écrire en littérature ce qu'on appelle jeune adulte, young adulte. On a quand même la chance d'écrire avec un lectorat d'adultes qui n'a plus peur d'aller lire ça en bibliothèque ou en librairie, quoi. Et donc, on écrit depuis un endroit. Je pense que petit à petit, ça se démocratise comme le noir s'est démocratisé à une époque. C'est vraiment, il y a des similitudes entre les choses et le young adult ne devient plus seulement une catégorie d'âge, mais presque un genre en soi, une façon d'appréhender l'histoire ce qui définirait le genre, c'est qu'on met en scène des jeunes gens qui sont en situation, et souvent à l'âge, des premières fois. Voilà, c'est des romans initiatiques au sens propre du terme, où nos personnages eux-mêmes sont en train de s'initier. Et est-ce que tout de suite, les thèmes comme l'écologie pour Nous sommes l'étincelle, mais par exemple, Marion, il y a notamment dans Sans foi ni loi un féminisme qui est très prégnant. Est-ce que ces thèmes-là vous pensez, choisis parce que vous savez que c'est des thèmes qui vont plaire à ces jeunes, ou c'est c'est quelque chose qui est important aujourd'hui, on va le faire, on va en parler, voilà tout. Non, alors moi je pense que c'est parce que c'est au-delà de ça, c'est interne, c'est quelque chose, c'est une évidence, c'est-à-dire que a priori je parle de choses qui me touchent moi, je vais pas la colère que je vais prêter à un personnage, il y a un moment où elle me traverse aussi, c'est comme ça que je vais nourrir le personnage. Donc non, bien sûr que je me suis pas dit je vais parler un peu féminisme parce que c'est à la mode en ce moment. Non, d'abord il n'y a pas de mode du féminisme, enfin, je veux dire, c'est donc pour moi, ça fait partie des préoccupations que j'ai et qui, à un moment, vont transparaître par mes personnages et par ce que vont vivre mes personnages. Et en fait, je pense que je suis parfaitement d'accord avec Marion, et je pense que ce qui change radicalement, c'est la lecture. C'est-à-dire que Sans foi ni loi aurait pu être écrit il y a 20 ans, on l'aurait lu comme un récit sans mettre forcément dessus le terme roman féministe. Et moi, j'ai lu des dizaines de récits qui se déroulent dans la forêt, dont on ne disait pas que c'était des romans écologistes. Aujourd'hui, il y a une lecture écologiste de Nous sommes l'étincelle. Elle n'est pas délibérée de ma part. Après, qui est la préoccupation de la façon dont les lieux qu'on habite nous habitent et nous transforment? Oui, bien entendu. Moi, j'ai fait un choix personnel de m'éloigner au fur et à mesure
le plus possible des villes et là je viens de trouver une maison qui me permettra d'habiter dans un village de 200 habitants avec vue sur 100 km de montagne. C'est un choix perso et évidemment que ce choix perso rejaillit sur ce que j'ai envie d'écrire. Maintenant, est-ce que mes lecteurs vont avoir une lecture écologiste de ce choix? Oui, sans doute, quand j'écoute les podcasts qui sont diffusés sur le live, il y a des jeunes gens qui ont traduit mon bouquin en disant on va aller vivre près de la nature, là où il n'y a pas de bruit. Mais j'ai aucun de mes personnages qui le dit en revanche. En revanche, une fois qu'ils y sont pas pour ça, mais une fois qu'ils y sont, effectivement, la forêt les transforme. Et je voulais vous demander aussi si peut-être dans l'écriture, notamment vous parlez beaucoup de violence là, dans ces deux livres. Est-ce que cette violence, comment dire, elle est aussi montrée parce que vous avez envie d'alerter sur la violence du monde, ou pour faire un petit peu large, ou c'est... comment dire, il n'y a pas une... c'est pas forcément une prise de risque voulue et c'est juste... enfin voilà, c'est la vie... Enfin comment dire, c'est pas le... C'était pas un choix délibéré de parler de la violence dans le sens où elle l'est et on en parle, où le but c'est d'alerter et de sensibiliser et de parler d'une inquiétude en fait de ce monde violent à travers ces livres. Je ne sais pas si ma question est assez claire en fait. Ouais, je pense en tout cas, et je pense que Marion sera d'accord une fois de plus, c'est une table ronde extrêmement consensuelle. Le romancier, enfin moi je n'envisage pas mes romans comme des moyens d'alerter mes lecteurs ou de leur transmettre un message. Après, si d'une façon ou d'une autre on veut écrire sur le monde réel, il est extrêmement difficile de faire abstraction de la violence et a fortiori quand on raconte des histoires politiques, la violence elle est centrale. Elle est centrale et on ne peut pas en faire abstraction. Donc après, elle a ceci d'intéressant. Et là, on ne va pas se cacher que une scène d'action ou une scène de drame, c'est aussi extrêmement romanesque et que ça fait pas de mal à un récit. Et qu'il faut faire gaffe à ne pas avoir de complaisance avec ça, c'est-à-dire à mettre des scènes violentes qui seraient là juste pour rythmer le récit, une série d'explosions, c'est spectaculaire, c'est joli, et donc à traiter la mort, le deuil, les blessures, la souffrance physique, l'humiliation, etc., pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire à la fois des choses brutales, abjectes et difficiles, mais on ne peut pas les retirer de nos romans. Je suis assez d'accord là. Je suis une fois de plus. Non, mais oui, voilà. Moi, j'ai l'impression que la violence, elle est inhérente. On parle du monde, donc on ne peut pas parler du monde sans parler de la violence, enfin sans y inclure cette violence-là. On parle en plus de personnages qui vivent quelque chose d'initiatique, quelque chose de la découverte de ce monde-là. On ne peut pas faire l'économie de la violence. Et en plus, elle est intéressante. Moi, je trouve que le traitement de la violence est intéressant parce que c'est pas dans la complaisance, mais c'est dans le mouvement que ça crée, dans la réaction qu'on va avoir face à cette violence. Ça va traiter aussi de la peur, de la surenchère, de comment est-ce que cette violence-là, elle est seulement coercitive et abjecte et il faut la repousser, ou est-ce qu'on s'en saisit aussi parce que la violence, c'est aussi une façon de lutter, c'est aussi de la colère qui va passer en acte. Enfin, ça pose tout un arc de questions qui est, à mon sens, plus intéressant que de dire la violence, c'est mal. Donc, effectivement, je suis pas non plus dans quelque chose de je vais parler de la violence pour dire que c'est pour alerter en disant c'est pas bien la violence parce que elle est là et voilà, c'est comment on s'en saisit, comment on la vit, comment on la transforme, et c'est ça que je trouve intéressant. Merci. À traiter dans nos romans. Je sais pas si je suis super claire là dans ma réponse. Si, je suis désolée, par contre, il nous reste
1 ou 2 minutes avant de devoir nous quitter. Donc, si tu veux rebondir une dernière fois, Vincent. Non, en revanche, ce qui serait dégueulasse, c'est d'en faire quelque chose de... moi, je repense à un très beau bouquin de Jean Hatzfeld qui s'appelle L'ère de la guerre, où il raconte sa guerre comme reporter en Yougoslavie et où il admet avec une immense honnêteté qu'il y a un moment, il est fasciné par la guerre. Il vit dans un endroit qui est en pleine guerre, à Sarajevo, et quand il rentre à Paris, il s'emmerde. Et je crois que c'est une réalité qu'ont raconté beaucoup de gens qui ont vécu la violence, c'est que l'adrénaline est à un niveau très haut et que la vie sans violence après devient presque ennuyeuse, ennuyante. Et je pense que c'est un risque que courent nos récits, c'est que les scènes d'action occupent tout le terrain. Les scènes de violence deviennent tellement amples que il n'y a pas les scènes d'ennui, il n'y a pas les scènes de découverte à bas bruit, il n'y a plus les dialogues, enfin, et on se met à faire un Call of Duty. Je donne cet exemple-là parce que Call of Duty, c'est un jeu prétendument sur la guerre où sur 1 heure de jeu, il y a 45 minutes de tir. La guerre, c'est pas ça. La guerre, c'est pas du tir en continu. Et il faudrait éviter que nos romans deviennent ce mensonge-là. Et je crois que précisément, la violence, elle est là parce qu'elle fait irruption, pas parce qu'elle est permanente. Merci beaucoup pour ces mots de fin, du coup. Ce qui est beau, c'est qu'on a parlé d'engagement et de politique et qu'on était d'accord, enfin que vous étiez d'accord, chose assez rare. Merci beaucoup à vous deux et on vous retrouve bientôt, notamment demain, pour ceux qui veulent suivre les prochaines rencontres avec Vincent Marion, c'est à 16h déjà. Ouais. Ah oui, pardon. Moi j'ai une rencontre à 16h. C'est vrai, Marion, c'est à 16h, pardon. Merci beaucoup. À tout à l'heure.